Paul Valéry a dit « Un écrivain véritable est quelqu'un qui ne trouve pas ses mots. Alors il les cherche et il trouve mieux. » Cette quête du mot juste, elle pourrait illustrer toute la vie de mon invité à travers une carrière de journaliste, notamment au Figaro, à travers une carrière de romancier, dont beaucoup de romans ont été couronnés de prix, à travers une carrière de membre de l'Académie française. J'ai l'immense honneur de recevoir l'écrivain Jean-Marie Rouart. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu prendre une heure avec nous. Dans VIP, j'aimerais vous faire réagir sur cette citation de Paul Valéry pour deux raisons. D'abord pour le fond de la citation, puis la deuxième raison, c'est vous qui me la direz, en me disant qui est Paul Valéry un peu par rapport à vous et votre illustre famille, Jean-Marie Rouart. Un écrivain véritable est quelqu'un qui ne trouve pas ses mots, alors il les cherche et il trouve mieux. Eh bien, c'est toute la problématique du romancier, parce qu'au fond, on pourrait imaginer qu'un romancier, c'est quelqu'un qui écrit bien, qui fait de belles phrases. C'est un peu plus compliqué. C'est un peu court. C'est quelqu'un qui plonge dans son inconscient et qui fait remonter de son inconscient à la surface des choses. Il faut espérer des choses merveilleuses. En tout cas, moi, je tente de faire remonter des choses merveilleuses. Donc, c'est ce travail de l'inconscient. C'est vrai qu'une part de ce qu'on veut faire vous échappe. Et c'est tant mieux. Et c'est une sorte de travail sur cette partie irrationnelle de soi-même qui charrie du bon, du mauvais, des frustrations, des problèmes d'enfance, des frustrations amoureuses, des passions inassouvies, un rêve idéal. Voilà. Et bien, tout cela remonte au fur et à mesure qu'on écrit. Tout cela remonte à la surface. Et si on a du talent, si on a réussi à maîtriser eh bien, tout ce tohu-bohu, eh bien, ça donne un livre. Voilà. Alors, Hélène Carrère d'Encausse, dans son discours de réception à l'Académie française, c'est elle qui l'a prononcé, avait, d'après ce que j'entends, une phrase très juste où elle disait « Vous, la psychanalyse, qui est plutôt la mode qui est arrivée après la Seconde Guerre mondiale, la mode de votre génération, c'était pas trop votre truc. Vous avez préféré écrire et à chaque livre, elle le dit beaucoup mieux que moi, mais à chaque livre, régler finalement un problème. Il y a des livres, vous allez parler, votre premier livre évoquait la fuite en Pologne. Il y a des livres où vous parlez de suicide, qui est toujours un thème assez récurrent, des illustres ratés, enfin c'est pas des ratés d'ailleurs de la littérature, mais des gens qui ont préféré en finir avec la vie. Je pense à Drieux-La Rochelle, mais au hasard, enfin au hasard, pas au hasard, parce que vous l'admirez beaucoup, mais parmi d'autres. Est-ce qu'elle avait vu juste, Hélène Carrère d'Encausse, dans ce discours-là ? Oui, néanmoins, je n'ai pas de résistance vis-à-vis de la psychanalyse. Je trouve que la psychanalyse a été un éclairage important. C'est juste que ce n'est pas votre chemin. C'est pas mon chemin, mais disons, je trouve que c'est parallèle. Enfin, moi, j'ai essayé de me soigner, si on peut dire. Mais c'est une thérapeutique un peu spéciale, parce que écrire, c'est certainement se soigner de cette maladie qui s'appelle la vie, parce que si on écrit, c'est parce que la vie ne vous suffit pas. Et donc, essayer de lui apporter un sens et de la beauté. Moi, ce qui me frappe dans l'existence, c'est à la fois ce gâchis effroyable que représente justement une attente extraordinaire d'un idéal, d'un bonheur, d'un romanesque, et notamment à travers l'amour, qui est mon thème de prédilection. Aussi. Et qu'on est frustré, on est malheureux, et que ce malheur est une sorte de gâchis. Eh bien, le privilège du romancier, c'est de pouvoir donner un sens à ce gâchis, un sens pour lui-même, mais aussi un sens pour les autres. Et il y a un aspect un peu thérapeutique dans la littérature. Vous savez, moi, quand j'éprouve un désespoir amoureux, notamment, eh bien, je me précipite, je vais lire La prisonnière de Proust. Et ça me fait du bien de voir le narrateur qui souffre mille morts de la fuite de cette femme qu'il aimait. Bon. Eh bien, de la même façon, moi, j'aimerais bien que les lecteurs puissent trouver dans mes livres, notamment dans le dernier, qui est une histoire de passion, d'amour, une histoire de passion qui se passe mal, eh bien, qu'ils puissent trouver une sorte de réconfort, qu'ils puissent trouver l'illustration de ce qu'ils ressentent. Voilà, ça ne veut pas dire pour autant que je demande que mes livres soient remboursés par la Sécurité sociale. Mais j'espère qu'ils ont cet effet de thérapeutique et en même temps... De compagnonnage. De compagnonnage, et avec un élément spécial qui est de donner un sens aux choses de la vie, aux malheurs de la vie, mais aussi de la beauté. Voilà, c'est le mystère de l'art, c'est de tirer
de ces supplices atroces, notamment de l'amour, eh bien, une forme de beauté. Et on se dit que finalement, on préfère que ce malheur ait existé s'il a pu accoucher de la beauté. Si on peut donner un sens à cette souffrance. Alors, le livre dont vous parlez, c'est La guerre amoureuse, paru chez Gallimard, illustré d'ailleurs, on va en revenir à votre illustre famille, tout en peinture, illustré par un tableau. Alors, il est de qui celui-là, Jean-Marie Rouard? De mon père, de votre père, Augustin Rouard. Voilà. Mais alors, moi, il y a une page qui a particulièrement attiré mon attention dans ce livre qui est consacré à une passion. Enfin, c'est un livre qui s'étale sur 3 ans, consacré à une passion effectivement amoureuse, malheureuse. Elles ne le sont pas toutes, mais en tout cas celle-là, oui. Et la page qui a retenu mon attention, alors, ne parle pas d'amour, mais finalement, qui sait? Elle parle d'écriture. Je vous cite. « Écrire, ce n'est pas seulement aligner des mots sur le papier, c'est se retrancher du monde dont on observe la mécanique et les drames pour accoucher de la vérité de soi-même. Et si peu d'hommes y parviennent. Je ne parle pas de ces plumitifs qui inondent les librairies de leur production, les petits parfumeurs des lettres, ces romanciers et romancières qui déversent le trop-plein de leur insatisfaction sentimentale et qui se servent de la littérature comme d'un pot de chambre de leurs émotions. » Ça, c'est réglé. Et vous continuez après en disant « Ce trésor, je ne l'ai pas trouvé, je suis passé à côté de ma vie. » Alors, je ne confonds pas l'auteur et le narrateur, hein, mais quand même. Oui, il y a un peu de ce que je pense. Néanmoins, je m'exprime par le truchement d'un homme, le héros du livre, qui n'a pas réussi à écrire. Ce qui a été mon drame, d'ailleurs, pendant assez longtemps, parce qu'à 20 ans, j'ai écrit mon premier livre, qui a été refusé par 13 éditeurs, et de 20 à 30 ans, j'ai vécu ces affres épouvantables de ne pas pouvoir publier un livre, et d'être incapable de l'écrire, et quand je l'écrivais, il était refusé. Enfin bon, c'était affreux. Avec un exutoire quand même vers le journalisme, quand même, qui permettait d'écrire de manière extrêmement différente, évidemment. Mais ça n'a rien à voir. Vous savez, c'est deux choses très différentes. Le journalisme n'exprime qu'une part de soi-même, une part très superficielle de soi-même. La littérature, oui, je crois que j'aurais pu vivre sans le journalisme, j'aurais pas pu vivre sans écrire. Donc c'est très très différent. Et c'est ce que j'ai transmis à mon personnage, qui, lui, est désespéré parce qu'il n'arrive pas à écrire. Voilà, d'où sa surestimation dans l'amour. Il essaie de résoudre tous ses problèmes par l'amour et par la passion. Alors, on a commencé cette émission avec une citation. On n'a toujours pas dit qui était Paul Valéry par rapport à vous, on va le dire. Mais c'était juste pour vous dire que j'ai organisé tout un système de petites citations que je vous soumettrai tout au long de l'émission et qui nous feront à chaque fois rebondir sur un thème différent. Normalement, vous connaissez les auteurs. Mais revenons sur cette... Oui, Paul Valéry. Parlez-nous un petit peu de Paul Valéry, quand même. Alors, il se trouve que Paul Valéry, pour des raisons un peu compliquées à raconter, était très lié à ma famille, puisque, comme vous le savez, ma grand-tante était la fille de Berthe Morisot, et que Paul Valéry avait épousé sa cousine Germaine. Donc ils ont vécu ensemble, rue de Villejuste, qui est maintenant devenue la rue Paul Valéry. Paul Valéry, bien sûr. Voilà, oui. Ils gardaient ensemble les enfants. Enfin, ils passaient leurs vacances au château du Ménil. Voilà, Et ensuite, la fille de Paul Valéry a épousé un de mes cousins. Voilà. Donc, ce qui fait que ça a été, disons, une grande liaison amicale et voilà, et un apparentement. Voilà. Néanmoins, moi j'ai choisi la voie du roman. Vous savez que Valéry détestait les romans. Il trouvait que c'était un genre absurde. Mais ce ne m'empêche pas d'avoir une très grande admiration pour Paul Valéry. Heureusement qu'il y a eu plus d'encouragement du côté de Jean d'Ormesson, notamment, qui vous a pris sous son aile, qui vous a confirmé peut-être... Parce que je crois que tout jeune auteur, quand il démarre, attend un peu la confirmation qu'il est écrivain. Oui. Et on va chercher vers les aînés quelque chose de cet ordre-là. Vous avez essayé du côté de Michel Déon, ça n'avait pas marché tout de suite. Jean d'Ormesson, ça a été une sorte de parrain littéraire, on peut dire ça comme ça? Oui, ça a été une grande rencontre très tôt. Et... Vraiment, il a été pour moi, il m'a un peu sauvé du désespoir, parce que c'était l'époque où justement je n'arrivais pas à écrire. Il m'a encouragé et il m'a apporté, si vous voulez, un enseignement extraordinaire, qui est moins un enseignement romanesque, parce que finalement Jean d'Ormesson est assez peu romancier. C'est un homme qui a écrit peu de romans. Et je pense que c'est un philosophe, c'est un homme, un essayiste, mais le roman n'est pas son genre de il serait un peu comme Paul Valéry. Mais en revanche, ce qui m'a apporté, c'est une conception de la vie que je n'avais pas, puisque j'étais dans une famille avec un peintre extrêmement sauvage, ombrageux, difficile, vraiment qui était très, très mal à l'aise dans la vie, dans la société. Et grâce à Jean d'Ormesson, j'ai
j'ai réapprivoisé la société et je me suis dit, au fond, j'ai placé les choses à leur place. Je me suis dit, il faut jouer le jeu de la société sans être dévoré par la société. Il faut jouer le jeu de la famille sans considérer que cette famille est vraiment très importante. Ce qui est le cas de Jean d'Ormesson, qui est une famille très très ancienne, mais la mienne avait aussi avait une petite illustration. Et donc j'ai voulu en même temps considérer que c'était par moi-même que je serais jugé et de ne pas être quelqu'un qui se revendique toujours sa famille, je trouve ça assommant. Et donc, pour de multiples raisons, Jean d'Ormesson m'a conduit sur un chemin beaucoup plus solaire. Je ne dirais pas le chemin des honneurs, parce que Jean d'Ormesson s'en fiche complètement. Mais en même temps, il les a pris avec gaieté. Voilà. Alors, on va quand même parler, je vais vous assommer, tant pis. On va quand même parler un petit peu de votre famille, mais comme ça, après, ce sera fait, d'accord? On ne peut quand même pas faire l'impasse là-dessus, parce que si vous vouliez exister par vous-même, il y a une vraie raison aussi, c'est que quand on a une famille avec un passé glorieux, alors en l'occurrence en peinture, il faut arriver à la fois à vivre pour soi-même et à assimiler cet héritage tout en s'en détachant, tout en faisant sa vie, etc. D'abord, une première citation, je vous l'avais annoncé. Sauriez-vous me dire qui a dit « Nous vivons dans l'obscurité, nous faisons ce que nous pouvons, le reste est la folie de l'art ». C'est Henry James, qui a exprimé, là, je crois, à la fois cet orgueil et cette modestie d'écrivain, et que je ressens profondément, parce que je l'ai cité très souvent. Je crois que, vous savez, il y a des gens qui croient qu'il y a les championnats du monde de la littérature, avec des Jeux Olympiques. Ah, c'est pas ça l'Académie française? Les premiers, non. Je crois pas. Je vous taquine, Jean-Marie Roy. Non, pas du tout, oui. Et je vais vous dire ma réaction. Quand j'étais élu à l'Académie, et vous savez que j'ai eu beaucoup de mal pour me faire élire, même si je suis arrivé à être le plus jeune, eh bien, ce qui n'est pas un critère à l'Académie, eh bien, les gens m'avaient taquiné, s'étaient moqués de moi, ce qui est tout à fait normal. Et quelqu'un m'a dit, un journaliste, alors est-ce que vous êtes heureux, enfin? J'ai dit non, je suis inquiet. Il m'a dit, mais pourquoi êtes-vous inquiet? J'ai dit, je suis inquiet parce que j'ai eu 16 voix de plus que Balzac, qui a eu 2 voix. Ah oui. Donc vous voyez, j'ai relativisé et j'ai tout de suite su, mais je le savais même en me présentant, que ça n'existe pas, les consécrations en littérature, en art, c'est de la foutaise, pardon de l'expression, mais ça n'existe pas. On est dans le chemin de l'échec. Et c'est ce qui est beau d'ailleurs, c'est ce qui est magnifique, c'est de choisir un domaine dans lequel vous ne serez jamais, si ce que vous écrivez, ce que vous peignez a la moindre valeur, la moindre chance d'affronter la postérité, ou si vous avez du talent, eh bien, vous avez des contemporains, des gens qui peuvent vous le dire. Mais franchement, c'est un combat de solitaire, dans un tunnel, dans l'obscurité. Et voilà. Et c'est la folie de l'art. On ne sait pas très bien si on a du talent, si on n'en a pas. Mais quelle importance? L'importance, c'est d'y croire. Alors la folie de l'art, c'est vrai que là ça a été dit en l'occurrence pour les écrivains, mais ça peut parfaitement s'expliquer aux peintres, puisque vous êtes issu d'une famille de peintres. C'est vrai que quand on remonte dans votre généalogie, vous avez cité Berthe Morisot, mais il y en a beaucoup d'autres finalement assez illustres qui ont côtoyé, qui ont été dans votre famille. Je pense à Renoir, je pense. Alors pour illustrer tout ça, vous avez eu la gentillesse de nous amener un livre à ma demande, Jean-Marie Roy, Une famille dans l'impressionnisme, c'est chez Gallimard. On peut peut-être démarrer direct avec la couverture. Vous pouvez nous dire qui est sur ce célèbre tableau de Renoir, sur cette couverture? Les jeunes filles au piano, eh bien, c'est ma grand-mère en rouge orangé et sa sœur en blanc. Et dans le fond, on voit les tableaux de Degas. On voit un tableau de Degas, oui. Oui. Donc ça montre un peu l'atmosphère de ma famille. Et puis le piano, parce que ma grand-mère était la nièce du musicien Ernest Chausson. Oui, donc ça était tout à fait dans le monde à la fois de la musique, de la peinture, enfin de tous les arts. De tous les arts. Alors je vais montrer d'autres tableaux. Il y a notamment un portrait de vous, parce que forcément, comme beaucoup d'enfants de peintres, vous avez servi de modèle à votre... Ah tiens, Paul Valéry en habit d'académicien, comme on tombe dessus, je le montre, voilà, le voilà. Vous en gardez quel souvenir de ces séances de pause familiales avec votre papa? Écoutez, un très bon souvenir, parce que... Vous êtes sûr? Finalement, oui, non, il y a des gens qui gardent de mauvais souvenirs. Mais non, un bon souvenir, parce que mon père me racontait des histoires, et puis je commençais à faire ce que j'ai toujours fait, c'est-à-dire à rêver ma vie. Pendant qu'il faisait mon portrait, eh bien, j'imaginais mon avenir, ce que j'allais devenir. C'était pas fameux à l'époque, mais enfin, ah bon? Parce que j'étais un très mauvais élève. Voilà. Mais finalement,
je n'ai pas détesté être le modèle de mon père. Alors je crois que votre tout premier souvenir, c'est d'avoir posé pour lui en enfant Jésus. Oui, non, ça c'est un peu plus... Oui, j'ai un enfant Jésus, mais ça c'était pas mon souvenir. Mon premier souvenir, c'est d'avoir vu braquer sur moi une lampe en pleine nuit et d'avoir vu quelqu'un qui était là avec une grimace en train de faire mon portrait. Et c'est vrai qu'il m'a fait mon portrait en enfant Jésus, puis ma mère en ange, enfin voilà, parce que c'était un homme très, très catholique, très chrétien, très pratiquant. Et d'ailleurs, il y avait dans son art une espèce de probité, on pourrait dire, entre cette croyance, cette foi et la foi qu'il avait dans l'art. Il y avait une sorte de mélange, si vous voulez, de mélange heureux. De sacrétisme, de mélange malheureux, parce que c'était un artiste malheureux, qui souffrait, qui sans doute aurait voulu être reconnu, mais ne faisait rien pour être reconnu. Donc, certainement, il y avait une souffrance, puis il y avait une souffrance personnelle d'un homme qui était un croyant, mais un croyant déchiré. Là, il y a une phrase qui est très belle au-dessus d'un tableau qu'on a montré, qui est « Mon père, quel long chemin j'ai fait pour le rejoindre ». C'est quoi ce long chemin ? Ce long chemin, c'était que... donc, ce caractère un petit peu difficile de mon père, ombrageux, et puis les difficultés matérielles qu'entraînait le fait qu'il faisait de la peinture, qu'il s'est débrouillé avec sa famille, qu'il s'est débrouillé avec tout le monde. Et donc, j'étais dans une famille plutôt très riche, chez lui, il était très pauvre, on avait des fins de mois difficiles, on vivait dans une atmosphère uniquement consacrée à la peinture, toutes les conversations étaient consacrées à la peinture. On réquisitionnait les pommes, les poires pour faire des natures mortes. On ne parlait à table que de Léonard de Vinci, de Velázquez, de Manet, de Renoir. Et puis, à la fin de la semaine, mon père me disait, maintenant, pour te récompenser, je vais t'emmener au Louvre. Je dis, ah non, surtout pas le Louvre. Alors, j'en avais un peu assez, je dois dire, quand j'avais 9 ans. Et je me suis dit, j'ai envie de fuir cette famille où on ne parle que de la peinture. Et puis finalement, avec l'âge, quand j'étais adolescent, je me suis rendu compte que c'était merveilleux. J'avais ma tante, Julie, la fille de Berthe Morisot, qui me parlait de son oncle Manet, de ses tuteurs qui étaient Mallarmé et Renoir. Alors c'était quand même tout à fait merveilleux. Et à ce moment-là, j'ai eu une attitude plus intelligente, enfin, évidemment, avec cette famille. Et je me suis dit que c'était finalement une chance, un privilège, d'avoir vécu dans une atmosphère de peinture, d'art, où les questions d'argent n'avaient strictement aucune importance. Il y avait beau y avoir 13 Manet sur les murs, mais on ne parlait pas d'argent, au contraire. Plus jeune, on jouait avec des carabines à plomb, on tirait sur les tableaux, et ça ne provoquait aucun drame. Donc, non, je suis heureux d'avoir eu ce lien avec ma famille et de peintre et avec mon père. Et c'est vrai que j'ai eu beau m'en détacher. Un jour, il y a une lectrice qui est venue me voir et qui m'a dit « Vous avez cru avoir fui votre famille, mais au fond, dans vos livres, il y a surtout des portraits et des paysages. » Et vous vous êtes dit, bah oui. Oui. ça a dû faire un petit choc quand même. Non, parce que j'admets tout à fait cette... Mais moi, j'ai voulu faire quelque chose de très différent. La littérature, ça a été pour moi une façon d'être, je ne dis pas original, de tenter d'être original. D'être différent, en tout cas. D'être différent et original quand même, parce que je pense que chacun est original et qu'un artiste est forcément original. Et en même temps, eh bien, d'être dans une tradition de l'art, d'un art qui chantait la nature. Voilà. Alors, il y a cette citation qui a dit « Je ne renonce pas à rêver ma vie, mais je prétends aussi vivre mes rêves ». Alors, je pense que c'est Proust. Drieux-La Rochelle. Ah, c'est Drieux-La Rochelle, oui. C'était un autre, qui est un de vos grands écrivains préférés aussi. Oui. C'est vrai. Je ne renonce pas à rêver ma vie. Elle aurait pu être de vous, cette phrase, mais je prétends aussi vivre mes rêves. C'est bien ce que vous venez de nous expliquer. Toutes les phrases que je cite, c'est des phrases que j'aurais aimé écrire. Alors vous avez raison. Ce sont des phrases glanées, effectivement, dans vos ouvrages. Voilà. Et donc, quelquefois, il y a une petite confusion, comme il y en a souvent dans ma vie. Mais c'est vrai, rêver sa vie et vivre ses rêves, c'est la diastole et la systole de mon cœur. Voilà, j'ai envie qu'il se passe des choses étonnantes. Et c'est pour ça que j'adore le roman. Et c'est pour ça que ce que j'aime dans le roman,
Parce que j'aime Alors, que ma vie soit romanesque. Mais alors, sachant qu'il y a quand même deux écritures chez vous, il va y avoir l'écriture romanesque, effectivement, c'est le cas de la guerre amoureuse chez Gallimard, mais il y a aussi l'écriture plus de combat, l'écriture plus journalistique. Enfin, quand vous défendez, alors ça date un peu maintenant, cette histoire de procès d'Omar Haddad, mais malgré tout, quand vous faites Omar, la construction d'un coupable, 94, c'est un autre style d'écriture. Non, je trouve pas. Ah ouais. Non, pour moi, c'est la même expression. Enfin, le but n'est pas le même quand même. D'un côté, on est dans la défense d'une vérité, et puis de l'autre, on est dans un monde rêvé, et ça n'a rien à voir. Mais l'expression est la même. Quand je parle de choses réelles, je rêve aussi. Vous savez, moi, c'est l'expression à chaque fois. Mon but dans la vie, ça a été de m'exprimer. D'exprimer ce que je ressentais. Et surtout pas par la peinture, vous l'aurez bien compris. D'exprimer ma vision des choses et ma vision de la justice. Et sans doute parce que j'étais élevé dans une famille chrétienne, cette idée de justice était extrêmement prenante, extrêmement forte. C'était quelque chose qui, je crois, déchire tous les chrétiens. Bon, c'est une chose dans laquelle j'ai vécu. Et quand j'ai pu m'exprimer, que je suis devenu un écrivain qui était publié et un journaliste qui publiait des articles, je me suis dit, mais je n'ai pas envie d'enfiler les perles. J'ai envie de défendre les gens qui ont besoin d'être défendus. Donc je trouve ça archi normal, et c'est dans le même mouvement que mes livres. Alors, on va dire, c'est vrai que mes livres sont plus, mes romans sont plus dans l'esthétique, dans mes problèmes personnels, dans l'amour, dans la passion, dans mes déchirements intimes. Mais en même temps, mes déchirements, c'est l'injustice. C'est la justice. D'où l'écho de l'affaire Omar Haddad voilà, oui, donc, chez vous. Oui. Si vous voulez, je me suis pris de passion pour cette affaire, mais j'y ai mis les mêmes passions qu'en amour. J'ai autant souffert dans cette affaire Omar Haddad de voir qu'on ne me suivait pas, qu'il était condamné et qu'on ne voulait pas réviser son procès, que dans mes passions amoureuses. Et le livre noir de la prostitution, là c'est aussi, encore autre chose en 2000 pour la prostitution. Alors là, je crois que c'est vraiment une optique aussi chrétienne, même si, je l'ai dit, moi je suis un chrétien culturel, je ne suis pas très pratiquant. C'est la même chose, j'ai choisi les prostituées parce que c'est Marie-Madeleine, et puis que, au fond, la prostituée, c'est ce qu'il y a de pire dans la condition de la femme. Moi, je suis très féministe. En fait, moi j'aime l'homme, je défends l'homme dans le malheur. Et je considère que la femme a été particulièrement malheureuse. Vous savez, il y a cette fameuse phrase de Vigny qui dit, après avoir... c'est une citation que vous n'avez pas faite. Après avoir étudié la condition des femmes dans tous les temps et dans tous les pays, je suis arrivé à la conclusion qu'au lieu de leur dire bonjour, on devrait leur dire pardon. Eh bien, s'il y a des gens à qui il faudrait demander pardon, c'est aux prostituées. Parce que la prostituée incarne, illustre le pire de la condition féminine. C'est-à-dire des femmes qui ont été en général violées dans leur enfance, qui ont été bafouées, humiliées, et qu'on utilise comme une sorte d'égout sexuel pour satisfaire les penchants des classes possédantes. Voilà. Eh bien, et que personne ne s'indigne. Alors, moi, je sais bien que je ne résoudrai pas le problème, mais au moins, je m'indigne, je participe avec des associations à leur défense, à leur soutien, au moins un soutien moral, un soutien pour essayer qu'on reconnaisse leur dignité. Voilà. Marie-Madeleine, c'est un personnage spécifique qui vous touche dans les écritures ? Oui, parce que, vous savez, moi, ce que j'aime dans le Christ, c'est justement cette part tout à fait nouvelle de compréhension. Pendant très longtemps, l'humanité a été dans le jugement, dans la condamnation. Et subitement, un homme arrive et impose une religion de l'amour et de la compréhension. Et de la miséricorde, on parle de la miséricorde, juste, ouais. voilà. Et cela, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Enfin, je trouve que c'est une des plus grandes dates. C'est peut-être la plus grande date dans l'histoire de l'humanité. Alors, si vous voulez bien, Jean-Marie Rouard, nous allons maintenant laisser la parole au père Geoffroy-Marie de la communauté Saint-Jean, qui, comme dans chaque émission, va poser sa question tombée du ciel. Bonjour Jean-Marie. Derrière votre métier d'écrivain et de journaliste,
deux questions semblent tarauder votre existence. La question du sens de la vie et puis comment lutter contre le mal et spécialement l'injustice. Et vous semblez donner une réponse à ces questions en regardant ces moines de Tibérine qui sont morts martyrs en donnant leur vie gratuitement par amour pour leur prochain et pour Dieu. Pensez-vous qu'une vie réussie est celle qui se donne totalement aux autres par amour? Avez-vous la foi en ce Dieu amour? Alors, il y a plusieurs choses dans la question du Père Geoffroy-Marie. Je vous laisse la prendre par le bout que vous voulez, Jean-Marie Rouart. C'est complexe. Une vie réussie, le terme de vie réussie, pour moi, c'est extrêmement difficile parce que moi, j'ai choisi donc la voie artistique où il n'y a pas de réussite. Voilà. Néanmoins, j'aime les vies accomplies et je trouve que les moines de Tibérine, leur martyre, le choix qu'ils ont fait d'être à l'inverse de toutes les valeurs qui sont les nôtres, le profit, le rendement, essayer de gagner de l'argent, d'avoir de la reconnaissance, de passer à la télévision. C'était l'inverse. Ils se sont battus pour quelque chose d'ineffable et qui était leur prochain et le témoignage. Et je trouve ça absolument admirable. Donc je trouve que ce sont des valeurs essentielles parce qu'elles ne sont pas inutiles. Leur exemple augmente le capital de l'humanité. Je crois que nous avons un capital moral, un capital spirituel de l'humanité dans lequel nous puisons. Personnellement... Un capital d'amour aussi. Oui, un capital d'amour. Et personnellement, le fait que des moines comme ceux de Tibérine aient pu exister, mais il y en a d'autres, on pourrait parler du Père Kolb ou d'autres, et même des laïcs, eh bien tout cela, je considère que, comme les grands artistes qui nous sont nécessaires, qu'on va voir dans les musées, eh bien, qui eux incarnent un extrême dans la beauté, eh bien ces moines, moi, me paraissent nécessaires et je crois qu'il faut ce qui me plaît aujourd'hui, c'est que au départ, l'Église avait une attitude un petit peu de réserve, finalement, devant des moines qui rappelaient un peu le colonialisme, les missionnaires. Et grâce au très beau film Les Hommes et des Dieux, finalement, l'Église s'est rendue compte que ce témoignage, c'est ce que j'ai toujours cru, moi, je crois que c'est par là que l'Église doit avancer, en montrant ce qu'elle a de meilleur, ce qu'elle a de plus grand. Oui, parce qu'on va quand même préciser que vous n'avez pas attendu des hommes et des dieux pour vous intéresser à eux. Votre discours à l'Académie française, discours de la vertu, vous leur avez consacré, c'était il y a déjà quelques années. En 2002. Voilà, donc c'était pas non plus des hommes et des dieux. Non, mais à ce moment-là, l'Église avait une sorte de recul devant, je m'en souviens, de Monseigneur Lustiger. On avait peur des problèmes avec l'Algérie, on avait peur que ça pose des problèmes. C'était compliqué, il y a Monseigneur Claverie qui a été assassiné derrière, c'est 2 mois après. Oui, mais je pense que cette attitude un peu peureuse de l'Église, enfin n'est pas la mienne. Je ne suis pas pratiquant, donc je ne veux pas donner des leçons à l'Église. Vous avez cité Maximilien Kolb. Dans un autre de vos livres, avec un titre que j'adore, Adieu à la France qui s'en va, vous avez cité aussi, vous avez parlé de l'abbé Franz Stock, qui était ce prêtre qui accompagnait les condamnés, ce prêtre du Mont-Valérien, qui accompagnait les condamnés, qui est mort d'épuisement. À la fin, ce sont des grandes figures comme ça. Je crois que je vous ai déjà entendu parler d'Edith Stein aussi. Ce sont des grandes figures comme ça qui vous habitent ou qui vous montrent un chemin. Bien sûr. Et alors, il y a l'abbé Stock, mais il y a tous les jeunes gens. Vous savez, les lycéens du lycée Buffon, et les 17 000 jeunes hommes qui ont été fusillés au Mont-Valérien. Il faut aller au Mont-Valérien pour voir à quel point c'est un lieu de souffrance, mais un lieu admirable. Et on peut dire qu'il y a là des milliers d'hommes qui sont dans la lignée des moines de Tibérine. Ce sont des gens qui ont souffert parce qu'ils ont voulu lutter pour l'homme, pour la civilisation, contre une barbarie atroce, contre le mal absolu. Et tous ces hommes, on l'oublie trop, ce sont des hommes qui nous aident à respirer. Ils nous ouvrent des horizons. Vous savez, il y a tellement de gens médiocres. Tous les jours, on en voit, on les côtoie, on en souffre. Et puis subitement, il y a dans l'homme cette ouverture prodigieuse, spirituelle, qui l'amène à tout sacrifier pour quelque chose qui peut paraître illusoire.
mais qui pour moi est la vérité. Le martyr ne désire plus rien pour lui-même, pas même la gloire de subir le martyr. Ça, Ça, c'est le père de Chergé. presque, c'est Thomas Becket, mais c'était punaisé à la porte, Voilà. effectivement, Voilà. de la chapelle du monastère de Tibrine. Et j'ai découvert avec vous, d'ailleurs, que Tibrine signifie en arabe jardin. Je ne savais pas du tout. Mais c'est une jolie correspondance, je trouve. Alors, parmi tous vos livres, il y en a un que moi, je me suis absolument régalée à lire, qui est Libertin et chrétien, chez Desclés de Brouwer. Évidemment, le titre est un peu choc, mais ça dit bien finalement ce qu'est le fond du livre. J'ai pas retenu le nom du journaliste avec qui vous avez fait ça, mais c'est un bon journaliste. Hein. Il pose des bonnes questions. Et alors on apprend tout un tas de choses. Vous voulez déjà nous expliquer un petit peu le titre, Libertin et chrétien ? Vu d'aujourd'hui, hein, parce que le livre, lui, date... J'ai voulu montrer, là, finalement... 2004, ce livre. Hein. Au fond, je suis déchiré. Je suis déchiré parce que je suis un homme dont... la vie est une vie païenne, une vie d'un homme qui aime le soleil, les femmes, l'amour, la sensualité. C'est marrant, comme Jean Tormesson, vous mettez le soleil avant les femmes. Quand il est venu dans l'émission, il nous a fait le même coup. Vous êtes bien le fils spirituel de Jean Tormesson, il n'y a aucun doute. J'aime bien toutes ces choses, d'un amour un peu païen. Et en même temps, par mon éducation et par ma sensibilité, je me sens chrétien. Et d'ailleurs, plus chrétien que catholique, même si les deux vont ensemble. Vous savez que Charles Maurras se sentait à la fois très catholique, pas du tout chrétien. Il détestait le christianisme, il détestait ce caractère révolutionnaire, cet amour de la justice, ce côté emmerdeur que sont les chrétiens, qui ne sont jamais contents, qui sont toujours à la recherche. Et moi, c'est ce que j'aime. J'aime le chrétien qui est en révolte, qui s'indigne. Et voilà. Donc, c'est cette contradiction que j'ai voulu mettre dans ce titre un peu provocateur, qui était Libertin et chrétien. Ce sont deux entretiens avec Marc Le Boucher, qui était le directeur des éditions Desclés de Brouwer. Voilà, donc je voulais qu'on le cite. Très bien. Vous pouvez nous parler de cette petite, pas si petite que ça, expérience dans un monastère sur l'île de Samos, un monastère grec. Oui, alors c'était un peu par hasard. Je suis arrivé dans dans une île grecque, qui s'appelle l'île de Samos, dans un petit village qui s'appelait Pythagorion. Et j'attendais une femme qui ne venait pas, qui me faisait souffrir horriblement. Mais c'est une histoire assez courante de ma vie. Et là, il y avait une fête du vin, je me souviens, parce que Samos, c'est un vin fameux. Et je n'avais de place nulle part. Et puis on m'a dit, allez donc au monastère, peut-être qu'ils pourront vous héberger. Et je suis arrivé dans un monastère où il y avait un seul moine, le papas et sa gouvernante. Et ils m'ont regardé d'un drôle d'air. Et puis finalement, ils ont accepté de me loger. Et puis, au bout de quelques jours, alors c'était vraiment de l'amour. Ils m'adoraient, ils ne voulaient plus que je parte. Et je suis resté là 2 mois à faire des cierges, parce qu'on fondait les cierges pour faire des cierges, aller chercher de l'eau miraculeuse dans le puits, au fond de la grotte. Admirer le paysage, que l'endroit était quand même très beau. L'endroit était magnifique. C'était le monastère du Spiliani, au-dessus de Pythagorion. Il y avait une vue sur la Turquie. Et là, avec ce moine, qui était un vieux moine, vous voyez, une caricature de moine grec, avec une grande barbe blanche. Et il était complètement sourd. Il ne parlait pas un mot de français. Et donc, nous regardions la mer. Il y avait entre nous un dialogue extraordinaire. Il me comprenait. J'étais en train d'écrire un livre qui allait devenir le premier livre publié, vous voyez, donc il m'a porté chance. L'eau miraculeuse m'a sauvé. Eh bien, et nous ne parlions pas, nous restions silencieux. Et je sentais à travers lui des effluves d'une spiritualité, d'un amour de la beauté. Voilà, c'est les deux choses les plus importantes pour moi. Peut-être c'est la beauté, le spirituel et cette espèce de vie consacrée dans le dénuement à la vérité. Moi, bizarrement, j'aime bien le dénuement. J'aime bien ce caractère d'échapper à la vie matérielle et de se retrouver, vous voyez, sans eau, sans gaz, sans électricité, avec des bougies. Et cette humanité de gens qui peuvent être parfois un peu frustres, mais qui ont une élévation. Moi, j'aime l'élévation. Et le dénuement est une condition indispensable aussi à l'élévation. Je ne sais pas, il y a un dénuement aussi dans votre vie à vous pour pouvoir arriver à une épure de l'écriture Non, moi j'aime bien aussi le confort. Non, moi je suis pas un saint. Non, je suis le contraire d'un saint. D'ailleurs, je le dis bien dans ce livre. Je suis quelqu'un qui... D'ailleurs, oui. Mais
disons, le chemin d'un artiste est un chemin spirituel. Voilà. Alors, il peut avoir une vie de dépravé, il peut avoir... moi, je n'ai pas une vie qui est un exemple. Mais en même temps, je sens la présence du spirituel et au fond, je voue au spirituel une attention, et chez les autres, c'est ce qui m'importe. Voilà. Au fond, ce qui m'importe, c'est la bonté, plus que l'intelligence, plus que la culture, la bonté et l'élévation. Ce qu'on appelle l'intelligence du cœur. Voilà. Marc Le Boucher a une question que je vais reprendre, tellement je la trouve bien posée. Elle est toute simple, il dit « Avez-vous vécu votre chemin de Damas ?» Mais en fait, en vous écoutant, on a l'impression que vous vivez tout le temps un chemin de Damas. En permanence, c'est vrai. En permanence, je suis déchiré, et voilà, déchiré entre le souci, finalement, de vivre une vie romanesque, une vie amoureuse, une vie d'homme un peu... léger sur le plan sentimental, volage, et d'être un pêcheur, mais en même temps un pêcheur qui aime son péché. Oui, qui aime son péché, mais qui admire, disons, qui admire ceux qui ont choisi une autre voie, qui ont choisi la voie d'une autre vérité. Et qui n'a pas envie de prendre cette voie-là. Non, c'est pas la mienne, mais je résous ces contradictions dans mes livres, où j'espère qu'il y a à la fois cette sensualité et cet amour de la vérité. Pardon de prendre un exemple écrasant, mais qu'on retrouve chez Tolstoï. Chez Tolstoï, je me retrouve énormément chez Tolstoï parce qu'on sent le faune qui aime les femmes, qui les désire, qui est en permanence dans un goût païen de la vie, du soleil, de la nature qui s'éveille, du corps des femmes, mais qui en même temps est pris par une sorte d'énorme main qui le tire vers l'absolu. Eh bien, c'est vrai que je me retrouve, hélas, j'aimerais bien avoir son talent, mais dans sa vie, je retrouve cette contradiction. Alors, on va parler d'un autre monstre sacré de la littérature, c'est plus Tolstoï, c'est Victor Hugo. Je sais que le choix a été cornélien pour vous, Jean-Marie Rouard, de nous apporter un livre avec quelques lignes de ce livre. Ça a dû être difficile, hein. Tolstoï, Trio-La Rochelle, Proust. Bon, finalement, c'est Victor Hugo qui a emporté le suffrage avec Les Misérables. Pourquoi Les Misérables ? Eh bien, parce que je trouve que c'est un... Moi, j'aime les livres qui... je ne dis pas les livres faciles, mais les livres pour tous. Rien ne m'énerve plus que la littérature compliquée, tordue, la littérature de laboratoire. Et là, c'est un passage où vraiment les mots ont un sens, les mots portent une vérité. Au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, il y a une force des mots qui est extraordinaire. Alors, je resitue. C'est un passage qui n'a strictement rien à voir avec le reste des Misérables, c'est Waterloo. Victor Hugo l'a placé parce qu'il a envie de parler de Waterloo et qu'il a admiré Napoléon. Et c'est à Hougomont, vous savez, au moment où les cuirassiers vont foncer pour essayer d'emporter la victoire. Et là, malheureusement, il en a oublié qu'il y avait un fossé. Et donc, ils vont tous aller se précipiter dans ce fossé et ça va être un carnage. Voilà le texte. Si quelque chose est effroyable, s'il existe une réalité qui dépasse le rêve, c'est ceci, vivre, voir le soleil, être en pleine possession de la force virile, avoir la santé et la joie, rire vaillamment, courir vers une gloire qu'on a devant soi, éblouissante, se sentir dans la poitrine un poumon qui respire, un cœur qui bat, une volonté qui résonne, parler, penser, espérer, aimer, avoir une mère, avoir une femme, avoir des enfants, avoir la lumière. Et tout à coup, le temps d'un cri, en moins d'une minute, s'effondrer dans un abîme, tomber, rouler, écraser, être écrasé, voir des épis de blé, des fleurs, des feuilles, des branches, ne pouvoir se retenir à rien, sentir son sabre inutile, des hommes sous soi, des chevaux sur soi, se débattre en vain, les os brisés par quelques ruades dans les ténèbres, sentir un talon qui vous fait jaillir les yeux, mordre avec rage des fers de chevaux, étouffer, hurler, se tordre, être là-dessous et se dire « Tout à l'heure, j'étais vivant ».
Ah oui, c'est magnifiquement écrit, évidemment. Et ça vous parle parce que vous ramenez ça un petit peu à une expérience connue? Non, ça me parle parce que je crois que c'est ça, toute la magie de la littérature et toute mon ambition, c'est de faire passer, si vous voulez, à un lecteur, lui transmettre par les mots une vérité éternelle. Voilà, on se dit, on est avec ces cuirassiers qui sont écrasés. Ah oui, on est dedans, on est dans le est fossé avec eux, hein, c'est incroyable. On est dans Oui. le rame. On réussit à voir s'exprimer quelque chose d'inexprimable. Voilà. Alors peut-être qu'en tant que vous, homme, et moi, femme, on n'a pas accroché sur les mêmes mots. Mais moi, il y a un petit groupe de mots qui a retenu mon attention, c'est on pense à ses enfants. Vous n'avez pas d'enfants? Non. J'ai des livres. Oui, c'est pas exactement pareil, hein, si je peux me permettre. C'est un regret ou c'est un choix fait en conscience? C'est un regret parce que moi, j'ai beaucoup aimé transmettre. Vous savez, à un moment, j'ai dirigé le Figaro littéraire pendant longtemps. Pardon. Et j'aimais beaucoup ce caractère, je ne dis pas de pédagogie, mais de transmettre des choses, de transmettre et de conseiller. Voilà. Donc c'est vrai que n'ayant pas d'enfant, ben, je ne peux pas transmettre. Et voilà, ben, j'essaie de transmettre à travers mes livres une expérience, une vision des choses et de la vie. Vous diriez quoi au petit garçon que vous avez été, si vous pouviez le rencontrer? Eh bien, j'aurais aimé avoir plus d'audace. En fait, j'ai été très longtemps paralysé par la timidité. On le sera à moins avec la famille que vous aviez inhibée? Non, ce n'était pas à cause de ma famille, c'était plutôt à cause des déchirements de ma famille, de ce bouleversement social. Et puis le fait que je ne l'ai pas raconté, mais mes parents m'ont un peu abandonné pendant 4 ans dans une famille de pêcheurs à Noirmoutier. Tout ça m'a un peu bouleversé. Et j'étais très timide, je n'osais pas parler aux gens, je n'osais pas aborder une femme quand j'avais 18 ans, je n'osais pas lui prendre la main. Oui. Et ça, je le regrette beaucoup. Beaucoup de mains que je n'ai pas pu prendre et je le regrette. Non. Et beaucoup d'hommes que j'aurais voulu voir et je n'osais pas aller les voir. Et ça, je le regrette parce que j'ai rencontré des gens passionnants et je suis toujours resté dans une idée que je ne le méritais pas. Et ça, si j'avais un conseil à me donner, mais à donner aux jeunes gens, ce serait de profiter de leur jeunesse, d'aller voir qui ils ont envie d'aller voir. Et ils se rendront compte que plus les gens sont élevés, sont grands, ont fait des choses, et plus ils sont faciles d'accès. Les gens qui sont difficiles d'accès, ce sont les petits médiocres. Alors ceux-là, ils ont des barrières, mais autrement, les hommes, vous voyez, l'exemple de Jean d'Ormesson, ça a été tellement simple, au fond, cette rencontre avec lui. Bon, c'était pas le monument national qu'il est aujourd'hui. Pour l'avoir interviewé plusieurs fois en tant que monument national, il reste quand même très simple d'accès. Oui, hein. mais disons, je crois qu'il faut profiter de sa jeunesse, de son enthousiasme, pour aller vers les autres et pour se dire qu'il n'y a aucune barrière sociale, ça n'existe pas. Si on a vraiment de l'enthousiasme, de la passion, il faut profiter de sa jeunesse pour aller à la rencontre des autres. C'est celui qui nous parle, là, c'est celui qui a été beaucoup tenté par le suicide. Oui, c'est vrai que j'ai eu une mauvaise période dans ma vie, et puis je le raconte dans un de mes livres, à cette tentation, très vite. Il y a eu une rencontre avec un véritable suicide de quelqu'un de ma famille. De vos cousines, une jeune je fille, oui. Alors à ce moment-là... Qui s'est un peu suicidé à votre place, entre guillemets. Enfin, c'est un peu comme ça que vous l'analysez. Oui, j'ai analysé comme ça, c'est-à-dire que moi, j'avais des fantasmes de suicide, comme tous les adolescents ont des fantasmes de suicide, mais enfin... Non, pas tous. Si, beaucoup. Je pense que l'idée du suicide traverse tout le monde, particulièrement les adolescents. Et c'est pas pour ça, heureusement, qu'ils passent à l'acte. Mais moi, en tout cas, c'était quelque chose qui me... Voilà, j'avais le sentiment de l'échec de ma vie. Et quand j'ai vu réellement un suicide, vraiment, ça m'a dégrisé. Subitement, ça m'a dégrisé. Et j'ai écrit beaucoup plus tard, alors un livre qui s'appelle « Les gens choisissent la nuit », pour essayer, au contraire, de réconforter les adolescents, pour montrer à quel point c'était absurde, mais tout en ayant une grande compréhension pour les gens qui se suicident. Je parle des adultes, je parle des écrivains comme Hemingway, comme Monterland. Drieux-La Rochelle. Drieux-La Rochelle, voilà.
Mais c'est une autre forme de suicide. Ce n'est pas le suicide de l'adolescent, où l'adolescent vit un peu entre le rêve et la réalité, il ne sait pas très bien. C'est des suicides d'hommes mûrs, comme Romain Gary. Comme, Voilà, c'est un peu différent. Moi, c'est une fraternité, c'est quelque chose. Mais enfin, disons, moi, j'aime la vie et au fond, j'ai pour la vie, surtout quand elle s'élève, quand elle a disons, des vitamines de beauté et d'art. Eh bien, moi, je trouve que la vie est quelque chose de merveilleux. En tout cas, j'essaie, à travers mes livres, de faire aimer la vie. Vous avez une devise, Jean-Marie Rouart? Il y en a une que j'aime beaucoup, c'est celle de Maurice Barrès, qui disait « Tout obtenir afin de pouvoir tout mépriser », qui est au fond un chemin spirituel. C'est-à-dire que, bon, on se dit il faut obtenir les choses, parce que sinon on va les désirer, on va... Vous savez, comme l'Académie, par exemple. Bon, c'est vrai que si je n'avais pas été à l'Académie, j'aurais pu en dire du mal. Mais au fond, je préfère y être et la critiquer en y étant plutôt que de la critiquer de l'extérieur. Ce que vous aviez déjà fait d'ailleurs. Et ce que j'ai pu faire. Mais tout le monde le fait, c'est un jeu d'un sport national. Néanmoins, je pense que les choses, les ambitions, moi j'étais un arriviste, j'étais un ambitieux, j'avais envie d'avoir un prix littéraire, j'avais envie d'entrer à l'Académie, j'aspirais aux honneurs, bon c'est vrai. Mais en même temps, je n'y crois pas. Voilà. Maintenant que vous les avez, c'est peut-être plus facile de dire je n'y crois pas une fois qu'on les a eus. Mais je crois une sorte de sagesse qui est arrivée. Voilà. Quoi. Et donc, j'aurais aimé être très très beau pour ne pas croire à la beauté, j'aurais aimé être très très riche pour ne pas croire à la richesse, parce que je trouve que ce sont des choses absurdes. Et ce qui compte, c'est ce que j'ai dit, ce qui n'appartient qu'à soi, c'est la bonté, et c'est le chemin spirituel. Et ça, je trouve ça magnifique, et ça n'appartient qu'à soi. Dans cette opposition qu'on appelle la vie, qui est un de vos livres, il y a cette phrase que j'ai retenue, « Être passe toujours inéluctablement par paraître ». Oui. J'aimerais bien que vous me l'expliquiez, cette phrase. Eh bien, vous savez, je crois que c'est Ingmar Bergman qui disait, en parlant du théâtre, « Sans toi, il n'y a pas de moi ». Donc, pour exister, nous passons par l'expression. Il y a une existence ineffable au fond de nous-mêmes. Nous sommes quelqu'un d'original, de parfaitement, qui ne ressemble à personne. Mais pour l'exprimer, c'est quand même ça passe par le regard de l'autre. Voilà. Ça passe par le regard de l'autre. Et quand j'écris, bien sûr, j'écris, comme on dit, pour soi, pour moi. Mais en même temps, c'est vrai que je cherche un lecteur idéal. Au fond, j'écris des livres que j'aimerais lire. Voilà. Mais je pense à un lecteur idéal, je pense pas à des milliers de lecteurs, je ne me dis pas je voudrais que mes livres se vendent. Ce n'est pas la question. Je pense à ce lecteur idéal, à l'autre. Et je crois réellement que dans beaucoup de domaines, on est soi, mais on est soi par rapport aux autres. Et ce que j'aime beaucoup chez Romain Gary dit, au fond, dans ma vie, je ne crois pas beaucoup à la morale. Je ne crois pas beaucoup à l'éthique. Pour moi, ma seule éthique, la seule morale, c'est l'esthétique. Ne pas faire des actes moches. Et ça, je trouve ça profondément juste. Et c'est très chrétien. C'est très chrétien parce que le christianisme a toujours mêlé l'esthétique et l'éthique. Il a toujours mêlé la vérité à la beauté. C'est pour ça qu'il y a ces cathédrales extraordinaires, c'est pour ça qu'il y a ces statues magnifiques, c'est pour ça qu'il y a cet héritage littéraire, artistique, chrétien qui est absolument sublime. Parce que la vérité était mêlée justement à la beauté. Eh bien voilà, moi je fais le choix de l'esthétique en morale, j'essaie d'être esthétique, de ne pas faire des choses laides. Si vous pouviez être plus que vous, Jean-Marie Rouart, qui ou que seriez-vous? J'aurais bien aimé être Napoléon, Malraux, voilà. Ah, ça, Malraux, je savais. Voilà, non, c'est-à-dire, vous savez, j'ai toujours rêvé d'être au-dessus de mes moyens, donc je ne vois pas pourquoi vous posez la question. Non, écoutez, je crois que ce sont des jeux. À vrai dire, je ne peux être que moi-même. Et bon, donc, je souhaite être moi-même en m'améliorant le plus possible. Si on vous laissait choisir votre mort, vous choisiriez quoi comme mort? Je ferai la réponse de Malaparte.
Ma mort est une affaire personnelle qui ne me regarde pas. D'accord. Je pense que ça ne dépend bien. pas de moi, donc je la laisse à l'esprit supérieur. Et donc j'espère que cette mort sera dans des conditions qui ne soient pas trop abominables, qui quelquefois, comme on l'a vu chez le malheureux François de Mauricier qui vient de mourir, eh bien des conditions Après une longue agonie. une longue agonie, et voilà, où le corps reprend le dessus et fait oublier le spirituel. Heureusement, vous avez quelques belles années à vivre devant vous. Vous aimeriez en faire quoi de ces années, de toutes ces années qui vous restent encore? Ben, moi, j'ai pas le sentiment, c'est une tare, j'ai pas le sentiment de vieillissement. Oh bah, tant mieux, c'est pas une Et j'ai tare. le sentiment d'être un peu toujours un adolescent à la recherche Bah alors, de lui-même. je reformule ma question. Quand vous serez adulte, qu'est-ce que vous voulez faire quand vous serez grand, Jean-Marie Rouart? Ben, j'espère ne jamais l'être. Vous savez, j'espère mourir de soif au bord de la fontaine, selon l'expression de François Villon. C'est-à-dire, j'espère ne jamais être dans une position de potentat satisfait, de Ben Ali de mes œuvres, ou de Boubarak C'est dans l'air du temps. ou de Boubarak académique. C'est-à-dire, j'espère de garder jusqu'à la fin cette sorte d'appétit pour quelque chose qui va naître, pour le romanesque, pour la jeune fille qui passe, pour le jeune garçon qui vient vous voir, avec lequel on a des discussions sur ses rêves d'adolescent. Voilà. J'espère rester quelqu'un qui n'est pas ni désabusé, ni satisfait. J'ai horreur des gens satisfaits et j'aime pas non plus les gens désabusés. Donc j'espère garder cette qualité d'être vis-à-vis des êtres en perpétuelle attente des autres et de moi-même. Écoutez, nous terminerons sur ces jolies paroles. Donc, je vous souhaite un énorme appétit, jamais satisfait. Ça vous va comme ça? Très bien. Merci beaucoup pour cette leçon de jeunesse que vous nous avez donnée, cette leçon d'appétit, de littérature aussi, de peinture et tout ce qu'on a pu apprendre sur vous. Je vous souhaite une très très bonne continuation, Jean-Marie Rouart. Merci. Merci. Au revoir.